Et si la clé d'une bonne nuit de sommeil ne se trouvait pas dans la chambre, ni dans une pilule, mais dans une seule décision qu'on prend, 16 heures plus tôt au moment du réveil? C'est une question très juste. Et si tout ce qu'on fait le soir pour, entre guillemets, essayer de dormir, n'était en fait qu'une tentative un peu désespérée de rattraper une journée mal partie? Exactement. On va explorer ça ensemble. Comprendre pourquoi la bataille pour un sommeil réparateur, eh bien, elle se gagne tout au long de la journée. Et d'ici la fin de notre discussion, dans les 15 prochaines minutes, on aura les clés pour synchroniser nos habitudes avec notre biologie, pour enfin travailler avec notre corps. Et non plus contre lui. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, un petit avertissement s'impose. Il est important de noter que cette discussion est à but éducatif. Les informations partagées ici ne remplacent en aucun cas un avis médical professionnel. Pour toute question de santé, il est vraiment essentiel de consulter un médecin. C'est noté. Bon, notre feuille de route est assez simple. On va suivre le cours d'une journée. D'abord, on va décortiquer le fonctionnement de notre horloge biologique interne. Le grand chef d'orchestre. C'est ça. Et voir comment la lumière et la régularité sont ses alliés. Ensuite, on analysera l'environnement physique, l'alimentation, tout ce qui peut soit aider, soit saboter le sommeil. Mhm. Et enfin, on abordera cette transition cruciale de l'éveil au repos, ce fameux sas de décompression mentale qui manque souvent. Le plus difficile souvent. Alors, commençons par le commencement. Et le début, ce n'est pas l'heure de se coucher, mais l'heure de se lever. On pense toujours à comment s'endormir, mais non, c'est l'heure du lever qui est le vrai point de départ de la nuit. C'est le premier pilier, la régularité. C'est le fondement de tout, parce que notre corps est gouverné par ce qu'on appelle un rythme circadien. L'horloge interne. Voilà, une horloge interne calibrée sur environ 24 heures qui dit à notre organisme quand être alerte et quand se reposer. Sans signaux clairs répétitifs, cette horloge se dérègle. Elle se décale. C'est comme une montre qui perdrait quelques minutes chaque jour. Au bout d'une semaine, elle est complètement à côté de la plaque. Et pour le corps, ce décalage, ça se traduit par des difficultés d'endormissement, des réveils en pleine nuit. Le corps ne sait tout simplement plus quelle heure il est. Que je vois comme une récompense, là. Après une semaine de travail, La récompense bien méritée, oui. en fait, elle est en train de jeter mon horloge interne dans une sorte de mini décalage horaire pour le lundi matin en vie. C'est assez décourageant. C'est exactement l'image. Cette grasse matinée, c'est comme prendre un vol Paris-Londres tous les samedis. Ça semble court, mais ça suffit à tout perturber. Le synchroniseur le plus puissant, c'est l'heure du réveil. Toujours la même. La maintenir fixe à plus ou moins 30 minutes près, même le week-end, ça envoie le signal le plus stable possible. Et ce qui est fascinant, c'est que cette régularité doit aussi dialoguer avec notre nature. C'est la notion de chronotype. C'est-à-dire si on est plutôt du matin ou du soir. Exactement, on a tous une prédisposition génétique. Soit on est des alouettes, lève tôt et performants le matin, soit des hiboux, lève tard et plus actifs le soir. Et il ne faut pas lutter contre ça. Vouloir forcer un hibou à devenir une alouette avec un réveil à 5 heures du matin, c'est déclarer la guerre à sa propre biologie. C'est totalement contre-productif. L'idéal, c'est de trouver un horaire de lever régulier qui respecte au mieux cette nature. D'accord, donc on a l'horaire. Mais cette horloge, il faut bien la mettre à l'heure, non? Comment on fait, concrètement, chaque matin? Avec le deuxième outil le plus puissant, la lumière. La lumière naturelle du matin, surtout dans l'heure qui suit le réveil, c'est le signal on pour le cerveau. Ah oui, Ça stoppe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, et ça lance la production de cortisol pour l'énergie. C'est le coup d'envoi. et le soir, c'est l'inverse avec les écrans, j'imagine. Exactement l'inverse. La lumière bleue de nos écrans le soir, c'est comme donner un deuxième coup d'envoi au moment de franchir la ligne d'arrivée. Ça bloque la nouvelle production de mélatonine. Regarder son téléphone au lit, c'est littéralement crier à son cerveau « Urgence ». C'est le plein jour, ne t'endors surtout pas. Ok, donc la base est claire. On synchronise l'horloge interne avec un réveil régulier et une bonne gestion de la lumière. Ça, c'est le logiciel. Mais j'imagine que si le matériel, c'est-à-dire notre corps et notre chambre, n'est pas prêt, le logiciel ne peut pas tourner correctement. C'est l'étape logique suivante. Une fois que l'horloge est bien réglée, il faut s'assurer que le lieu de repos est un vrai sanctuaire, pas une annexe du bureau ou de la salle de cinéma. Le cerveau fonctionne par association. Si le lit est le lieu où on travaille, où on mange, où on s'inquiète, Il ne peut pas être aussi le lieu où on lâche prise. impossible. Ça me fait penser à la façon dont on conditionne les enfants. Leur chambre, c'est pour dormir et jouer calmement. On oublie qu'en tant qu'adulte, notre cerveau a aussi désespérément besoin de ces signaux clairs. Si le lit devient multifonction, il perd sa fonction première. Précisément.
Et ce sanctuaire, il repose sur 3 conditions non négociables. Il doit être sombre, silencieux et frais. Frais. Oui, frais. C'est un point qu'on sous-estime souvent. Sombre pour la mélatonine. Silencieux parce que même les bruits qui ne nous réveillent pas consciemment fragmentent le sommeil. Et frais, autour de 18-20 degrés. Pour s'endormir, notre corps a besoin d'abaisser sa température centrale. Une chambre trop chaude l'en empêche. Et bien sûr, un beau matelas. Bien sûr, la base reste un matelas de qualité à changer tous les 10 ans environ pour éviter que l'inconfort ne vienne créer des micro-réveils. L'environnement est prêt. Mais j'imagine qu'on peut anéantir tous ces efforts avec ce qu'on met dans notre corps. Je pense à ce petit café de fin d'après-midi. Le piège classique. La caféine a une demi-vie de 5 à 7 heures. Ah oui, quand même. Ça veut dire qu'un café bu à 16 heures, à 21 heures, il vous reste encore la moitié de la caféine active dans l'organisme. La recommandation, c'est d'arrêter après 14 heures. Mais le plus grand saboteur qui l'avance masqué, c'est l'alcool. Ah, le fameux faux ami du sommeil. C'est le grand imposteur. On pense que ça aide à dormir parce que ça a un effet sédatif. On s'endort plus vite. On s'effondre plus vite. Il ne faut pas confondre sédation et sommeil. L'alcool supprime le sommeil paradoxal, qui est essentiel pour la régulation émotionnelle, et il provoque des réveils en seconde partie de nuit une fois que le corps a fini de le métaboliser. Et pour le dîner, il y a des aliments à privilégier. Un repas trop lourd, trop gras, ça force la digestion et ça augmente la température du corps, donc tout le contraire de ce qu'on veut. Mieux vaut un dîner léger avec des glucides complexes. Du riz, des pâtes. Voilà, pâtes complètes, quinoa. Ça favorise la production de sérotonine. Et on peut aussi inclure des aliments riches en tryptophane, comme la banane, les noix ou les produits laitiers. Une question sur l'activité physique. On entend souvent qu'il faut bien se fatiguer pour dormir. Donc, une séance de sport intense à 22 heures, c'est une bonne idée pour s'écrouler. C'est une nuance très importante. L'activité physique régulière est un allié formidable, ça approfondit le sommeil. Mais le timing, c'est la clé. Le sport intense tard le soir, ça augmente la température du corps et les hormones de stress. L'adrénaline. Exactement. Ça peut retarder l'endormissement. Le meilleur moment, c'est le matin ou l'après-midi. Ça aide à construire ce qu'on appelle la pression de sommeil tout au long de la journée. C'est un peu comme remplir un réservoir d'envie de dormir. D'où le problème des siestes trop longues. C'est pour ça. Une sieste trop longue ou trop tardive, elle vide ce réservoir prématurément. Et le soir, il n'y a plus assez de pression pour s'endormir facilement. Donc on a un corps synchronisé, dans un environnement optimisé avec le bon carburant. Tout semble parfait. Pourtant, l'obstacle final pour beaucoup, c'est ce qui se passe entre les 2 oreilles. Le hamster qui se met à courir dans sa roue dès qu'on éteint la lumière. C'est exactement ça. C'est l'image de l'atterrissage d'un avion qui me vient à l'esprit. On ne peut pas couper les moteurs à 10 000 mètres et espérer se poser en douceur. Il faut une descente contrôlée. C'est ça, l'idée du rituel du soir. C'est une excellente analogie. Le sommeil ne se commande pas par la volonté. C'est un des rares processus où plus on essaie fort, moins on y arrive. Tenter de forcer le sommeil, ça ne fait que générer de l'anxiété. Et l'anxiété est l'ennemi numéro 1 de l'endormissement. La clé, c'est de créer les conditions pour que le sommeil vienne à nous alors. Voilà. Pas de le vouloir, mais de l'inviter. Et concrètement, comment on crée ces conditions? Le principe, c'est d'avoir une routine. Des activités calmes, relaxantes, 30 à 60 minutes avant de se coucher. Chaque soir. Lecture, tisane. Lecture sur papier, oui. Musique douce, un bain chaud. Ce qui est important, c'est que ce soit apaisant et régulier pour que le cerveau comprenne le signal. La journée est finie, on atterrit. Et contre les ruminations, il y a des outils? Un des plus efficaces, c'est la décharge mentale. La décharge mentale. C'est très simple. 1 heure avant de dormir, on prend un carnet et on y écrit tout ce qui nous préoccupe. La liste de courses, les soucis, les tâches du lendemain. Le fait de poser ses pensées sur le papier les externalise. Le cerveau n'a plus besoin de les garder en boucle. Il a la permission de se déconnecter. C'est ça, il sait qu'elles sont en sécurité ailleurs. Pour beaucoup de gens, cette simple habitude a un impact énorme. Et si malgré tout ça, on est au lit, les yeux grands ouverts? C'est le moment le plus angoissant. Qu'est-ce qu'on fait? On insiste? Surtout pas. C'est là qu'intervient la règle d'or des 20-30 minutes. Si le sommeil n'est pas venu, il faut se lever. Sortir de la chambre. Oui, sortir de la chambre, garder une lumière très tamisée et faire une activité calme. Feuilleter un magazine, écouter un livre audio peu captivant. Et on ne retourne au lit que lorsque la somnolence revient. Le but est de casser à tout prix l'association lit égale anxiété. D'accord. Il y a une dernière chose dans les sources que j'ai consultées qui m'a vraiment surpris. Ça n'a rien à voir avec le stress ou les écrans, mais avec la façon même dont on respire.
par le nez ou par la bouche. Exactement. C'est un levier physiologique qui est méconnu, mais extrêmement puissant. La respiration par la bouche pendant le sommeil est associée à plein de problèmes. Ronflement, sécheresse buccale, même l'apnée du sommeil. Et surtout, ça mène à une moins bonne oxygénation. Alors que le nez, c'est un filtre. C'est un filtre incroyable. Il réchauffe, humidifie, purifie l'air. Respirer par le nez, c'est la voie normale et optimale. Pour la nuit, une des sources mentionne une technique qui peut paraître étrange, l'utilisation d'un adhésif buccal très léger. Pour se scotcher la bouche. En quelque sorte, oui, mais c'est très doux. Ça maintient juste les lèvres fermées pour encourager le corps à utiliser la voie nasale. C'est présenté comme une habitude potentiellement transformatrice pour la qualité du sommeil. C'est fascinant. Bon, avec toutes ces informations, par où commencer? Ça peut sembler un peu écrasant. On pourrait peut-être distiller ça en un plan d'action simple. Très bonne idée. Alors, une suggestion en 3 étapes à essayer dès cette semaine. Étape 1. Le matin, dès le réveil, s'exposer à la lumière du jour, dehors si possible, au moins 10 minutes. C'est le bouton ON. Essentiel. Étape 2. Le soir. Définir une heure de couvre-feu digital. Disons 90 minutes avant le coucher. Plus aucun écran après. Et étape 3. Juste avant de dormir, 5 minutes de décharge mentale sur papier. On vide son esprit. J'ajouterais un conseil pour l'obstacle le plus fréquent, la frustration. On peut se sentir frustré si, malgré ses efforts, le sommeil ne vient pas tout de suite. C'est vrai. Si ça arrive, il faut se souvenir de cette règle des 20 minutes. On ne reste pas au lit à lutter, on se lève, on fait une activité calme, et on ne revient que quand la somnolence est là. La patience est la clé. On ne répare pas des années de mauvaises habitudes en une seule nuit. Ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on a complètement changé la question de départ. On est passé de « comment faire pour m'endormir » à « comment organiser ma journée » pour que le sommeil devienne une conséquence naturelle. C'est la synthèse parfaite. Les 3 points essentiels sont 1. La régularité est reine. L'heure du lever fixe et la lumière du matin, ce sont les fondations. 2. L'environnement est crucial. Une chambre sombre, fraîche, silencieuse. Et 3. La transition est un art. Un sas de décompression mentale est non négociable. Alors la prochaine fois que le sommeil se fait attendre, au lieu de se focaliser sur l'endormissement, on peut peut-être faire un audit rapide de la journée. Mon exposition à la lumière, l'heure du dernier café, est-ce que j'ai vraiment déconnecté avant de me coucher ? En fin de compte, l'hygiène du sommeil n'est pas une liste de restrictions. C'est un dialogue respectueux avec notre propre biologie. C'est une façon d'apprendre à travailler avec notre corps et non plus contre